Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 75e épisode d'Obsession Progression. Ça me fait plaisir de reprendre un épisode avec vous, j'en sors pas beaucoup récemment. Je vais vous parler dans cet épisode de comment 15 ans de préparation mentale ont transformé la manière dont je vis le basket en club. Je vous dirai ça dans un instant, mais juste avant, pourquoi est-ce que je fais peu d'épisodes d'Obsession Progression alors que dans le même temps, je n'ai pas lâché mon objectif que j'ai depuis le 1er janvier 2023, qui est chaque semaine, sans prendre de vacances, tout le temps, je sors au moins un épisode de podcast. Eh bien parce que j'ai lancé un autre podcast qui s'appelle Business Infini, qui est destiné aux préparateurs mentaux qui veulent vivre de leur passion, qui veulent accélérer, qui veulent savoir comment s'y prendre pour développer leur business. Parce que souvent dans la préparation mentale, le problème c'est qu'on se forme à un métier, à une expertise, mais on ne sait pas comment en vivre. Et aujourd'hui, si t'es prép mental en France, t'as pas d'autre choix que d'être entrepreneur si tu veux pouvoir pratiquer ta passion. Raison pour laquelle j'ai créé un autre podcast qui s'appelle Business Infini, pour que vous, les sportifs qui m'écoutiez ici, les entraîneurs, vous n'êtes pas forcément concernés par l'aspect business, comme ça vous pouvez continuer de m'écouter, donner les meilleures recommandations, les meilleures histoires par rapport à la préparation mentale elle-même. Allez, maintenant que ça c'est dit, je reviens au sujet de l'épisode. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai repris le basket en club la semaine dernière. En tout cas, j'ai tenté de reprendre le basket en club la semaine dernière, donc j'ai été faire un entraînement, et ça s'est passé de manière extrêmement différente de la façon dont je jouais au basket en club quand j'avais 15 ans. Pourquoi ? Pas parce que les gens autour de moi étaient un peu plus âgés, parce que moi, j'étais différent. Alors évidemment, j'ai 15 ans de plus, mais surtout, ce qui fait que je suis devenu prép mental par la suite, c'est que quand même, mentalement, quand j'étais ado, ça n'allait vraiment pas. Et j'aurais rêvé d'avoir de l'aide par rapport à ça, mais je savais même pas que ça existait. Ça n'existait pas vraiment d'ailleurs à l'époque. Et donc là, j'avais trop envie de pouvoir aller tester comment est-ce que les difficultés que j'avais à l'époque au basket, comment est-ce que les comportements que j'avais à l'époque pouvaient être différents 15 ans après que j'ai travaillé sur moi. Et j'aimerais te citer plusieurs exemples pour que tu comprennes. D'abord, la première chose, c'est que quand je suis arrivé à l'entraînement, il y avait autour de moi plein de gens que je connaissais pas. Là, c'était un groupe de loisirs adultes qui s'entraînent une fois par semaine. Et t'entends peut-être des ballons de foot à côté de moi d'ailleurs, je suis à côté de la salle de futsal. Et au moment où je suis allé les voir, si c'était 15 ans en arrière, je me serais très senti gêné. Je me serais senti comme si j'arrivais dans un groupe et qu'immédiatement j'allais être jugé, les gens allaient évaluer ce que je vaux ou pas. Je me serais posé beaucoup de questions comme ça parce que je me souviens, c'est celles que je me posais à l'époque où j'avais intégré le groupe quand je jouais au basket pour la première fois en arrivant dans le club en cadet. Et là, cette fois-là, ça a été différent. Dès que je suis rentré dans la salle, je me suis senti plus à l'aise. Bon, évidemment, on se connaît pas, on fait connaissance, mais franchement, ça allait. Et ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est que du coup, j'ai joué au basket pour la première fois depuis des années. J'ai commencé à faire des shoots. Et évidemment, je faisais des airballs, tu sais, quand le ballon, il touche même pas le cercle, en tirant à 3 points. Évidemment, je shootais pas très bien. Et pourtant, je voyais les gars me renvoyer le ballon avec un grand sourire, pas de problème. Et moi, plaisanter avec eux du fait que j'y arrivais pas, plutôt que de me sentir mal à l'aise par rapport à ça. Et ça, c'est une grosse différence qu'on remarque chez les gens qui ont travaillé leur mental aussi, c'est qu'ils vont avoir des stratégies de coping, des stratégies pour faire face aux difficultés qui sont différentes. Et par exemple, je trouve assez aidante celle de pouvoir s'auto-moquer de soi quand tu galères, plutôt que celle de monter en frustration, de sentir que t'es pas bon, de commencer à te reprocher des trucs, etc. Pour moi, c'est une stratégie qui marche bien. Évidemment, tant que ça t'amène à continuer de chercher à progresser, parce que des fois, il peut y avoir tellement d'autodérision que du coup, on passe à côté de l'élément essentiel qui est la recherche de progression. Je continue avec un autre aspect qui est que on m'appelait ping-pong en fait. C'était mon surnom, voilà, vous le saviez peut-être pas, mais le surnom que j'ai le plus eu dans ma vie, c'était ping-pong. Pour deux raisons. La première, c'est que quand je suis arrivé dans le club de basket, quand j'avais 15 ans, il y avait un autre gars dans l'équipe qui s'appelait Nathan. Et quand je suis arrivé au premier entraînement, le meneur de l'équipe m'a vu arriver avec mon short de tennis, qu'il a trouvé court, parce que je sais pas si vous connaissez les shorts de basket, ils sont un peu plus longs. Et il m'a immédiatement appelé, il m'a dit « Mais c'est quoi ce short de ping-pong là que tu portes ?» Et à partir de là, c'était parti pour 3 années. Tout le monde m'a appelé ping-pong. En plus, c'était pratique, comme ça, ils n'avaient pas à dire Nathan 1, Nathan 2. Il y avait le vrai Nathan, c'est-à-dire pas moi. Oh, ça me rappelle des trucs quand je parle de ça. Et puis, il y avait également le Nathan ping-pong. Du coup, ça, c'était moi.
Et pourquoi aussi est-ce qu'ils m'ont appelé ping-pong ? Eh bien parce que quand j'étais sur le terrain et que je jouais, au moment où je recevais un ballon, quand j'avais 15 ans, j'avais tellement peur de faire une erreur avec, tellement peur de me tromper, tellement peur d'être jugé d'avoir perdu la balle, que quand on m'envoyait le ballon, immédiatement je le renvoyais. J'étais un peu comme une table de ping-pong, t'envoies la balle, elle revient très vite. Un peu comme un mur de tennis sur lequel tu jouerais tout seul, tu sais, et ça te renvoie sans arrêt la balle, comme le squash. Eh bien, j'étais ce joueur-là de ping-pong. Et tout a été différent à l'entraînement de basket la semaine dernière, alors que mon écart de niveau avec l'équipe n'est pas vraiment différent. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, quand j'avais 15 ans, je savais pas jouer au basket et eux, ils jouaient bien au basket. Et là, quand je suis arrivé dans le groupe, je savais pas bien jouer au basket et eux, ils jouaient bien au basket, puisqu'évidemment, moi, j'ai pas joué depuis des années. Eux, oui. Et ce qui était marrant, c'est que malgré ça, j'ai osé prendre des décisions qui, à l'époque, auraient été impossibles pour moi. Par exemple, je me souviens très bien dans les moments où donc, j'ai joué au basket la semaine dernière, on faisait du jeu, du 5 contre 5, et des fois, il y a des situations de tir ouvert. Par exemple, je me retrouve derrière la ligne de 3 points, et là, il y a un espace pour prendre un shoot où il y a personne qui est en train de défendre sur moi, parce que je me suis bien déplacé, j'ai reçu un ballon à cet endroit-là. Et normalement, en principe, là, je pourrais faire deux choix. Soit le choix rationnel en mode, de toute façon, mes tirs à 3 points, en ce moment, je les mets pas trop. Donc, même si la situation est parfaite, je vais pas prendre le tir, parce que j'en mets pas trop des tirs à 3 points. Et j'ai peur que tout le monde me voit le rater, etc. Et moi, en fait, dans ce moment-là, j'étais en mode, non, je reconnais que ça a l'air d'être une top situation parce que les défenseurs sont loin et que moi, je suis dans une situation de tir ouvert. Donc, même si je peux être amené à rater le tir, pour moi, c'est un bon tir parce qu'il est pris dans une bonne situation. Et le reste, c'est de la progression personnelle, c'est-à-dire qu'il faut que je shoote pour pouvoir marquer et m'entraîner à marquer. Et j'ai osé, dans ces moments-là, prendre le tir. Et j'ai vu que parmi certains membres de l'équipe, il y en a qui boudaient un peu à ce moment-là parce qu'ils savent bien que j'en mets pas beaucoup des tirs à 3 points. Ils ont pas besoin de me voir jouer pendant 3 semaines pour se rendre compte que le ballon, il a pas toujours la bonne trajectoire, on va dire. Mais pourtant, j'ai quand même pris la décision de prendre le tir parce que j'étais à l'aise avec le fait de rater si j'essaye dans de bonnes conditions. Je parle pas de prendre un tir n'importe comment quand t'as 4 défenseurs sur toi. Là, c'est d'avoir créé la situation pour être dans une situation de tir ouvert. Et à ce moment-là, je me dis, vas-y, je dois y aller. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que les jeunes athlètes devraient apprendre pendant leur parcours de développement. Parce que j'en ai beaucoup rencontré. J'avais fait d'ailleurs cette vidéo sur YouTube qui s'appelle « Comment en finir avec la peur de rater en sport collectif ». Et ce jeune joueur qui n'osait pas tirer parce qu'il se disait si je tire, je prends le risque de rater. Et si je rate, on voudra plus me surclasser, on voudra plus jouer avec moi. La réalité, c'est que on devrait être capable d'identifier c'est quoi des bonnes situations pour tirer. Et si c'est une bonne situation, alors on a la responsabilité morale de le faire. Responsabilité morale au sens où notre job en tant qu'athlète, c'est de progresser. Et donc, quand on a créé les conditions de la progression, quand on a créé les conditions de faire un bon tir, on doit oser tirer même si on n'est pas sûr de le mettre. Et ça, c'est vraiment, je pense, un engagement à prendre avec soi-même et que si tu es entraîneur, tu devrais aider les athlètes à prendre cet engagement-là, de reconnaître les situations dans lesquelles, même s'ils vont rater, alors c'est une décision parfaitement juste d'avoir pris le tir parce que c'était la bonne situation. Et en ce moment, j'accompagne des prep mentaux qui vont faire des conférences dans des clubs pour développer leur activité, etc. Eh bien, ça aussi, si tu as créé l'environnement dans lequel il y a des gens qui viennent à ta conférence, etc., c'est ta responsabilité, même si tu risques de rater la conférence, de tout donner pour faire une bonne conférence. C'est-à-dire de préparer ton contenu, d'oser proposer des choses avec enthousiasme, avec un certain niveau de certitude, et d'oser à la fin pitcher ton service, d'oser à la fin proposer qu'on prenne un rendez-vous avec toi, par exemple. Puisque même si tu risques d'avoir un échec et que les gens ne veuillent pas ensuite continuer avec toi, tu as créé les bonnes conditions pour pouvoir proposer un rendez-vous avec toi. Bref, j'essaie juste de te donner un autre exemple pour que tu vois que peu importe ton domaine de vie aujourd'hui, dans tous les domaines, cet état d'esprit-là, il peut s'appliquer. Et je terminerai cet épisode en racontant le fait que ça a été super formateur pour moi de voir que la situation au basket finalement était assez similaire, mais juste comme moi j'avais changé, tout était différent. Comme moi j'avais changé, l'environnement extérieur qui avant était menaçant, d'un coup me paraissait moins menaçant. Et j'irai encore plus loin avec ce jour-là, il y avait un responsable de l'entraînement qui en plus était meneur et qui avait tendance à donner à distance des consignes. Par exemple, je sais pas, si j'avançais avec la balle en contre-attaque ou si un autre joueur le faisait, il allait lui crier dessus à distance quelle est la prochaine bonne décision à prendre. Par exemple, ouais, fais la passe ou à gauche. Il avait cette façon de parler. Et j'ai remarqué que le soir où je suis arrivé à l'entraînement loisir pour tester, il y avait une autre personne qui est venue tester le basket que je connaissais pas, mais elle était présente le même soir que moi. Et lui, quand il entendait le meneur dire quelque chose, il allait s'arrêter de jouer et jouer exactement ce que le meneur à distance avait dit. Et certains pourraient considérer que c'est juste que c'est un gars bien, il fait ce qu'on lui demande, etc. Mais moi, à ce moment-là,
j'ai vraiment vu chez lui comme une peur de faire autre chose que ce qu'on lui aurait dit de faire. C'était assez frappant la manière dont il s'arrêtait de jouer pour faire l'autre chose, alors que peut-être il était dans une action qu'il allait la mener jusqu'au bout, etc. Et évidemment, c'est important de prendre les conseils des gens plus expérimentés que soi et de suivre l'avis du meneur sur le terrain, mais quand même, il y a une dimension dans laquelle je crois qu'on doit être capable de continuer de décider par soi-même, de continuer de jouer. Surtout que dans le cas dont je parle, si par exemple il fait la passe sans avoir d'abord fixé le défenseur, parce que le meneur a donné un très bon conseil qui est de faire la passe, mais que si tu appliques le très bon conseil au mauvais moment, parce que tu as eu peur, donc tu as voulu appliquer le conseil le plus tôt possible pour pas faire une erreur, eh bien au final tu fais une erreur en ayant suivi le conseil trop tôt. Je sais pas si ce que je dis là ça parle aux non-basketteurs, hein, n'hésitez pas à me dire, mais c'est pour te montrer à quel point, même si on reçoit des conseils, des fois, ça va être super important de garder soi-même la capacité de décision par rapport à ce conseil, parce qu'un excellent conseil n'est un bon conseil que s'il est appliqué au bon moment. Tous les conseils sont des mauvais conseils s'ils sont dans le mauvais timing. Ça vaut pour le snowboard, je sais pas, si tu vas graber la planche au mauvais moment, et graber c'est le fait d'attraper la planche, tu vas tomber. Ça vaut dans le business si tu appliques le conseil de quelqu'un qui fait déjà 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires quand toi t'es à zéro. Eh bien, c'est pas le bon moment pour appliquer ce conseil. Bref, il y a plein de moments dans la vie où le bon conseil, c'est pas le bon, si c'est pas au bon moment. Voilà donc tout ce que j'avais à te partager sur cette histoire de basket, et finalement le message principal derrière tout ça, c'est incroyable comment quand t'as entraîné ton mental, des situations qui avant paraissaient menaçantes, difficiles ou dans lesquelles t'avais un comportement limité, eh bien peuvent complètement se transformer. Moi j'étais franchement assez fier de remarquer ça chez moi, parce que la peur du regard des autres, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu, qui a eu énormément d'impact sur moi quand j'étais plus jeune, et de voir que je me suis senti libéré de ça en allant jouer. En fait, c'était un bonheur, et c'était au-delà du bonheur que je pouvais ressentir en touchant le ballon et en faisant des passes. C'était aussi un bonheur par rapport à moi, comment je suis. Donc je vous souhaite à tous de vivre ça. Et puis je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Ciao. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!